Salut à tous, salut Toki. Salut à tous, salut Christophe, comment ça va? Bon, bah écoute, ça va nickel. C'est moi qui l'ai posé cette question. Et pourquoi je la pose? Ah, Parce que à chaque fois, tu m'as eu. je sais jamais quoi répondre. Je me sens piégé à chaque fois. C'est Ben toi, ça c'est toi va qui m'as. aussi. Écoute, non, mais ça va très bien, d'autant qu'on rentre tous les deux de notre périple. On vous avait fait un petit short, vous avez pu comprendre le sujet de ce soir. Très très grosse émission, donc je pense que. Alors, on a fait quelques interviews, elles sont toutes vraiment excellentes. Mais pour nous, Daniel Viel, c'était quand même une légende. Et de l'avoir rencontré, c'est vraiment un souvenir qu'on n'oubliera jamais. Avant tout, on voulait remercier sa fille Valérie Poisa. Ce qui se passe, c'est qu'on était passé à l'improviste en rentrant d'un de nos road trips dans la région d'Oyonnax. Et on est tombé sur Valérie qui nous a reçus, mais vraiment hyper gentiment, et qui a permis que Daniel Viel, son papa, nous recontacte. Et donc, on a passé la journée avec eux. Alors, c'était vraiment incroyable, excellent. Et en plus, c'était touchant, Toki, le rapport entre le papa et sa fille. Je sais pas, tu voulais peut-être en dire deux mots parce qu'ils sont vraiment, ils sont trop mignons, quoi. Mais ils sont trop fusionnels en fait. Il y en a un qui fonce tête baissée, et elle est là à le retenir un peu à attention, pas de bêtises, attention, faut prendre soin des choses, attention. Puis lui, il est dans sa directive, tu vois, il est dans son élan, et tu sens l'artiste derrière. C'est ça C'est qui ça, me ouais. plaît derrière ce personnage, c'est que une journée avec lui, c'est du bonheur en quelque sorte. C'est un coach de vie, et il s'en rend pas compte, hein. Là, il va être surpris, je pense, quand il va nous entendre. Mais c'est vrai que pour nous, c'est des exemples de vie. Ils sont toujours dans un dynamisme, ils sont toujours positifs, ils sont toujours gagnants, quoi qu'il arrive. Donc on va le voir au niveau de cette interview à certains moments. Mais non, un grand plaisir en tout cas de les avoir rencontrés et à refaire un jour, bientôt. Exactement. On verra. On verra qu'il il nous a rouvert les portes. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on a passé la journée complète. Et à Ouais. un moment, on est parti parce qu'on avait de la route. Mais Daniel Viel était loin de nous chasser. On a fini, on a bu un verre. Enfin, c'était hyper chaleureux. Et voilà, encore merci à tous les deux, Monsieur Viel et Valérie. On n'oubliera jamais cette journée. C'était vraiment extra. Donc, on vous propose. Alors, on a monté tout ça avec Toki. Vous allez voir, il y a pas mal d'informations. Je pense on espère que vous allez apprendre des choses. Donc, Toki, je te propose qu'on envoie ça directement. Est-ce que ça te va? Allons-y, parfait, c'est parti. Monsieur Viel, bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, on a vraiment l'immense joie que vous nous receviez dans vos locaux Viel Plastique. Alors, Tout le plaisir est pour moi. Bon, je vous remercie. Donc beaucoup de gens vous connaissent. Les gens savent que vous avez travaillé pour Mattel en partie, mais il y a des choses qu'on a pu dire ou des légendes urbaines. Aujourd'hui, on a la source. Voilà, on a enfin Monsieur Viel en personne. Donc vous allez pouvoir nous dire exactement ce qu'il en était. Alors, est-ce que déjà vous pouvez nous dire comment tout a commencé avec Mattel? Alors, l'historique, c'est que Mattel avait consulté bien des entreprises en France et je sais aussi en Italie et en Allemagne, mais surtout en France. Et on était parmi ceux qui avaient été consultés parce qu'à l'époque, on avait de très grosses presses injectées pour pouvoir injecter des pièces de grande capacité parce que le premier jouet à fabriquer était le camping-car. Je connais bien. Voilà. Et l'enjeu était aussi qu'on allait recevoir 30, 40 moules d'un coup et qu'il fallait que dans les 15-20 jours, ces moules tournent. Quand ces moules tournaient un peu sur plusieurs continents, et donc on les avait que quelques mois, donc il fallait produire le plus vite possible. Donc, et personne n'était capable de mettre tout son atelier en fabrication que pour Mattel pendant plusieurs mois. C'était impossible. Ah oui. Et moi, ma chance, c'est que j'ai eu l'idée de me servir d'Oyonnax.
Oyonnax, c'est une immense usine à elle toute seule, et où il y a plein de petits sous-traitants qu'on appelait à l'époque des façonniers, Ça, c'est qu'on on fournissait la matière, les cartons, les sachets, le moule, et eux nous fournissaient simplement leur savoir-faire avec leur presse injectée. À l'époque, il y avait beaucoup de façonniers qui avaient une presse ou deux dans leur garage ou des petits ateliers de 4-5 machines. Ouais, donc Et c'était ça, artisanal, ils arrondissaient les fins de mois en gros de cette même façon. pas, ils travaillaient pour des gens comme moi qui Ok. pouvaient leur donner du job. Et donc, j'expliquais ça dans mon projet Mattel, et c'est ce qui a séduit Marc Gavioli et Robert Gerson à l'époque, par rapport à tous mes confrères qui avaient été conçus, donc des plus gros que moi. Il y avait des grosses entreprises qui avaient été consultées, et c'est nous, petits Oyonnaxiens, dans le coin du département de l'Ain, qui avons gagné ce marché. Alors on est en quelle année à peu près, vous vous souvenez? Alors, on devait être en 78 en gros, Ok. 78, 79, mais plutôt 78. Donc le campeur Le de camping-car. camping-car, oui c'est vrai, alors Nous, camping-car, on parle toujours de camping-car. camping-car, donc c'était Barbie et Big Jim, c'est ça, les deux. Voilà, les Non. deux. Il y avait un qui était jaune, Oui. c'était Barbie, et l'autre qui était bleu, c'était Big Jim. Donc effectivement, vu la taille des pièces, Il il faisait, fallait, le camping-car total faisait 1 mètre de long. Ouais. Fallait aussi l'assembler. Et on est arrivé tout au début à commencer à fabriquer. Alors, Monsieur Gerson est venu nous dire un jour, c'était nous qui avions été Vous pouvez choisis. nous raconter justement, c'est possible ou pas d'avoir le détail de le jour où M. Gerson est venu vous Alors, annoncer tout ça? Monsieur Gerson est venu nous dire officiellement que c'était nous. Je le savais quelques jours auparavant. Et Monsieur Gerson est arrivé un peu plus tôt prévu, au moins 1 heure plus tôt. Et mon papa, qui était très embarrassé de tout ça et il me traitait de fou, on l'a rencontré dans les bureaux et je présente à mon père, Monsieur Gerson, et mon père me dit « Eh bien moi, votre truc, ça me fout la trouille. » Et Monsieur Gerson a eu une belle réponse, il m'a dit « Vous inquiétez pas, c'est le projet de votre fils qui nous plaît et on va l'accompagner, vous inquiétez pas. » Mon papa est parti, je ne l'ai pas revu 3 jours. Oui, donc, parce que c'est ça, alors, on sait, on a suivi un petit peu vos débuts, mais effectivement, vous avez cru tout de suite en Mattel et surtout, vous étiez très entreprenant. C'est votre tempérament que vous avez encore, comme vous me disiez, pour vous, vous avez 40 ans dans votre tête. Mais déjà à l'époque, voilà, vous avez eu cette vision, c'est-à-dire que l'entreprise Vielle, que votre maman avait créée, donc que votre papa a repris, votre maman est malheureusement décédée très jeune. C'est ça. Voilà, vous êtes retrouvé à 16 ans, en gros, vous avez dû reprendre. Voilà, alors bien avant Mattel, bien sûr, mais Ouais. j'ai travaillé avec mon père, j'ai appris mon métier avec mon père, qui était, lui, par contre, c'était pas du tout un entrepreneur, mais c'était un très bon technicien. Et donc, j'ai appris mon métier avec mon père, petit à petit et sur le temps. Et après, je me suis rendu compte que j'avais des lacunes. Donc, on avait à l'école, l'École nationale des matières plastiques, qu'on appelait ENP, et il y avait des cours du soir qui commençaient à 20h30 jusqu'à 22, 23, Ouais. 22h, Fallait être 23h. motivé, quoi. Après une journée de boulot, vous alliez là-bas. Voilà, une fois, Ok. je crois au moins 2 fois par semaine, Hein? pour apprendre le métier, tourner, friser, comment on fait un moule, etc. Et puis en même temps, je me suis rendu compte qu'il fallait que je comprenne un bilan. Donc j'ai Ouais. pris des cours PJ à l'époque, par correspondance, que je me suis payé avec mes sous, pour comprendre un bilan. Voilà. À l'époque, il suffisait d'avoir envie de travailler pour que ça marche. Ouais, Parce pour qu'il y faire. avait du job à Mhm. faire. Et puis en même temps, petit à petit, moi qui voulais pourtant pas faire ce métier du tout, je voulais être guide de haute montagne, je me suis pris de passion par ce métier, parce qu'en même temps, ce métier, plus on est astucieux, et mieux on s'en sort. Parce que c'est un métier relativement très technique, et qui est devenu d'ailleurs au fil des ans de plus en plus technique. Donc c'est passionnant. Et petit à petit, je me suis mis à créer. Parce que déjà tout jeune, je voyais des gens qui avaient des entreprises avec leurs propres produits, alors que nous, on n'était que des sous-traitants. Tout au début, d'ailleurs, on était même ce qu'on appelait façonniers. Oui, vous Comme me j'ai disiez tout donné à l'heure. après, Ah, plus c'est tard, ça. du boulot à ces façonniers. Et donc, j'avais envie de franchir cette étape pour gagner un peu plus d'argent. Parce que les façonniers, c'était un peu les esclaves du temps On moderne. était à la merci des petits boulots Exactement. qu'on nous proposait. Hein. Voilà. Alors donc vous avez fait le campeur de Barbie Big Jim, le camping-car. Excusez-moi, monsieur. Au début, vous me disiez, donc Marc Gavioli, c'était lui qui était en charge, donc directeur technique. Il y en avait une C'était partie. directeur industriel. Ok. Et il y avait une partie qui était en Italie au tout début. Alors, au tout début, il y campeurs. avait une partie qui était des camping-cars qui étaient faits en Italie. Et il s'est trouvé quelques mois ou 1 an après, où Marc Gavioli m'a dit finalement, vu la productivité que vous allez faire tous les camping-cars, pour toute l'Europe. Donc on en sortait 1500 par jour. Donc c'est ça, alors vous rendez compte, 1500 pièces par jour. C'était plusieurs semi-remorques par jour que l'on fabriquait aussi bien
en Barbie jaune ou en Bee Jean bleu. Et donc, toutes ces pièces, parce que le moule, vous l'aviez pas toute l'année, il y avait une fenêtre de production, en gros. Il De fallait quelques être, mois, voilà, il et fallait être à on fond. produisait, on stockait les pièces détachées, parce que le camping-car, c'était de mémoire au moins 6-7 moules, avec les accessoires qui étaient aussi... Oui, les parois à l'intérieur, les banquettes, tout voilà, ça, ouais. tout à fait. Et donc, on stockait tout. Et après, on faisait le montage à la demande de Mattel pour les livraisons. Et les jouets étaient stockés chez un transporteur urinaxien qui s'appelle La Perrière et qui était après redistribué chez les détaillants et les grossistes. Voilà, Et les grossistes, ouais. les grossistes. Ok. Donc là, vous avez fait vos armes et tout de suite, Mattel se sont rendu compte, donc ils ont même retiré des productions en Italie. Vous aviez Alors, gagné votre pari, en gros, quoi. oui, mais surtout, c'est que l'année suivante et les années après, chaque année, j'avais 3-4 nouveaux produits à faire. Et Mattel, qui a pris confiance avec nous ont confié des nouveaux produits à faire où les moules n'existaient même pas. Et donc, on a fabriqué sur Unac les moules, notamment des maîtres de l'univers, Ah, la calèche de ça nous Barbie, intéresse, ouais, ok. la, la baignoire de Barbie, etc., etc. Et alors, vu qu'on va faire un petit détour par Barbie, parce qu'il y a un élément qui est important, je la rajouterai à l'écran, on l'a ici, mais je l'incrusterai. Donc, on sait très bien que le jardin d'hiver vient de vieilles plastiques, mais ce que moi, je ne savais pas, et je ne sais pas si les gens savent, c'est vous qui l'avez designé, ce produit qui a été ensuite revendu aux States. Exactement. Donc, moi, j'ai eu l'idée de faire ce jardin de Barbie. J'ai d'ailleurs fait au départ quelques très beaux dessins. Et j'avais pris rendez-vous avec Robert Gerson à Paris. Et j'ai été lui présenter. Et il m'avait dit en souriant, Daniel, je reconnais bien votre côté écolo. Bon, dans 15 jours, je veux une maquette. Et j'étais revenu avec une très belle maquette à l'époque. Comment vous l'aviez conçue d'ailleurs, cette maquette? Alors, on avait plein de maquettistes ici sur Oyonnax qui faisaient des maquettes où on aurait cru que c'était le vrai jouet. Ok. Tellement que c'était très bien fait. D'ailleurs, à l'époque, ça m'avait coûté, ce qui était une belle somme, 50 000 francs. Mais le prix ne se discutait pas. C'était un peu des artistes avec des caractères de cochon. Il ne fallait pas les contrarier. Ah, Et donc, mais il m'avait fait une maquette top de top que j'ai été représenté à l'époque. comme ça, vous pouvez visualiser exactement Oui, le vrai produit jouet. fini, quoi. Tout à fait. Et donc, c'était validé Et par. donc, j'ai vendu après l'idée à Mattel. Donc, Mattel US, c'est ça? Non, Mattel France. Mattel France. Et qui m'a donné après la fabrication française, qui m'a confié aussi la fabrication française. Ah oui, donc c'est dissocié, il y a le côté designer. Et de fabriquer tous les moules. Ok, ah oui, ouais, ok, d'accord. Et nous avons fabriqué tous les outillages et on a fabriqué pour l'Europe le jardin d'hiver de Barbie. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que sur ce jouet précisément, et c'est la seule fois, il a été aussi exporté aux États-Unis. C'est-à-dire que les Américains, Mattel USA, a vendu votre création aux States. C'est la seule fois, à ma connaissance, que ça s'est produit, quoi. Ben, sûrement qu'ils ont fait un bon coup aussi, parce que j'avais appris qu'en 87-88, c'était un des jouets filles qui s'était le mieux vendu. Voilà. Alors l'idée m'est arrivée, si vous voulez, l'idée m'est venue, ce jardin d'hiver de Barbie, de faire 2 belles serres en coque cristal et surtout de faire pousser des vraies fleurs sur de la moquette, dans des pots de fleurs. Alors on avait mis bien sûr aussi des fleurs plastiques et on avait mis la petite fille avec un petit livret, pouvait faire pousser des œillets d'Inde, etc. Ah, on l'a à l'image. Ouais, et je me suis souvenu que mon instituteur, moi, quand j'étais enfant, me faisait pousser des haricots verts dans le coin de la fenêtre, près du radiateur, et tous les jours, on mettait un tout petit peu d'eau. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de faire le jardin d'hiver de Barbie. Extraordinaire. Bah, bravo, quelle réussite. Franchement, c'est extraordinaire. Ensuite, donc, alors, je suis peut-être pas la chronologie, mais dans les maîtres de l'univers, parce que nous, c'est notre gamme de cœur. Est-ce que vous vous souvenez, qu'est-ce que vous avez produit en premier? Est-ce que, par exemple, c'est le Château des Ombres? Est-ce que c'est le petit véhicule qui est là? Vous avez un souvenir Non, de ça? c'est les produits Skeletor, Ah, les figurines. Musclor, Oh, donc, ce que vous avez là, par exemple. Alors, ça vous l'avez fait, vous, ça, par exemple. Voilà, toutes les figurines. J'ai en tête surtout Musclor, Skeletor, qui étaient les plus grosses quantités qu'on faisait. Et après, on a fabriqué les outillages de la moto, du tigre, etc. etc. Alors, Ouais, donc Bombster, oui, on on les incrustera, mais parce que justement, ce qui nous intéresse pour les figurines,
vous aviez les moules, donc vous faisiez tout à l'usine et vous les assembliez également vous-même. Hein. Voilà, alors on faisait l'injection Voilà. et on faisait l'assemblage, la mise en boîte. Souvent, m'arrivait quelquefois la tête De Taïwan à de l'époque. Taïwan, voilà, et quelquefois certaines têtes, on les a eu fabriquées aussi. Voilà, alors, pour nous, c'est un point Mais alors, technique hyper important. Je me souviens bien desquels. Non, mais Ça il y a fait bien combien eu des têtes qui ont été fabriquées en France. Ouais. C'était pas des têtes dures, c'était des têtes semi-molles. en gros. Semi-molles, oui. Ouais. Ok. Et est-ce que, alors c'est un peu technique, je suis désolé, mais il y a souvent le tampon France. Est-ce que sur les têtes France, en dessous c'est marqué France ou pas forcément? Non, sur les têtes, non. Non. À mon avis, il n'y avait pas la place pour mettre un Made in quelque chose. Par contre, parce que c'était souvent sur le corps, notamment dans le dos, où il y Oui, avait en bas du dos. le logo Made in France ou Made in. Oui, pour le tigre, X c'est à Pays. l'intérieur du. Voilà. Oui, c'est un endroit discret. Voilà. Ok, d'accord. Ok, donc vous êtes formel, il y a eu quelques têtes France, quoi qu'il arrive, quoi. Vous les reconnaîtriez ou pas forcément? Non, je m'en souviens. Voilà. Comme ça fait quand même 40 ans. Je- Ça ferait 5 ans, je m'en souviendrai. Mais là, Donc- ça fait bientôt 40 ans, j'ai plus trop de souvenirs. Donc, les Puis on en personnages a fait japonais- tellement de modèles Oui. aussi que. Vous vous souvenez à peu près de combien de modèles différents? À peu près, vous en avez fait 10, 15, 20 On a à bien vue dû de en nez. faire une bonne douzaine. De différents, hein, Ouais, c'est ça? ouais. Ok. Après, voilà, il y avait d'autres sous-traitants, alors confrères, je ne sais pas quel est le mot. Alors, oui, c'est vrai que les 5-6 premières années, il n'y avait que nous et on re-sous-traitait chez des façonniers. Et il y a une année où j'ai souhaité ne plus prendre trop de modèles et donc Mattel, avec mon accord, et j'ai choisi certains sous-traitants façonniers qui ont travaillé directement avec Mattel. Ok. Voilà. C'est les gens que vous connaissez, vous connaissiez. Oui, oui, je les connaissais et c'est moi qui les ai Ok, recommandés. à donc Mattel. ça vous permettait d'être sûr que c'était des gens sérieux. Oui, voilà. Château des Ombres, c'est pareil, vous avez fait ce groupe Les 7. Alors, le château des ombres, et puis on a fait aussi un autre château, mais je me souviens Celui plus. de Skeletor. Peut-être de Skeletor. Un violet. Et qu'on avait investi une cabine de peinture entièrement robotisée. On était les premiers à Unex à avoir un robot 5 actes numérique, où le robot pouvait peindre plusieurs couleurs, reconnaissait 3 ou 4 pièces différentes qui lui arrivaient, et il peignait en automatique. Ça nous a permis d'avoir d'excellents coups. Ah ouais. au prix de rien. Comment ils reconnaissaient les couleurs ou c'était comment ça fonctionnait en gros? Ah oui, il y avait optique et laser. Et Donc il c'est comme ça qu'ils reconnaissaient il le. reconnaissait, voilà. Ah ouais. C'était celui-là, Alors peut-être bien, oui. avec le serpent. Peut-être. C'était celui des méchants, en fait. Il y avait celui des gentils. Oui, mais il y en avait plusieurs modèles, oui. Et, Je me souviens plus trop parce que ils ont arrêté ça assez tôt. oui, pour la production française. Ouais. Ouais, ouais. C'est-à-dire le Château des Ombres, vous l'avez fait au Il début. y a pas de château des Ombres, mais il y avait aussi un autre château que je ne me souviens pas où ils ont arrêté très tôt la commercialisation. Ce produit, ça s'appelait pas le château des Ombres. Il y avait un autre château. Il y avait Pour les maîtres de l'univers toujours. Non, non, pas pour les. C'était Ah. pour une autre collection de jouets. C'était des figurines aussi ou. Il y avait des petites figurines. On est en quelle année? On est dans les débuts aussi? Eh ben, on devait être en 86 dans ce bout-là. je vois que ça. Ouais, moi aussi, c'est peut-être ça. La Tour Marvel, non? Ça vous dit rien? Peut-être bien, oui. Ouais. En fait, je vous en ai fait tellement. J'en ai que, fait ouais. tellement de modèles. Non, puisqu'il faut réaliser, alors on va en parler au cours de l'interview, mais c'est que vous avez fait 1000 choses dans des domaines. Parce que nous, on vient vous voir pour des jouets, mais c'est pas ça qui vous a permis de durer dans le temps. Hein. Non, mais enfin, ça nous a quand même élevé en organisation. J'ai appris beaucoup avec Mattel, de travailler avec eux. Et puis, c'est vrai qu'on faisait autre chose de la pièce technique et de la pièce industrielle, mais ça nous a mis un bon marchepied pour prendre une certaine taille à l'époque. Oui. Financièrement, ça vous a aidé à vous développer. Aussi à développer, Ah. et surtout à commencer à automatiser, à avoir une bonne organisation de production. Donc on a vu, on mettra une vidéo tout à l'heure, on vous remercie encore, on a pu faire un petit tour de l'usine, c'est vrai que c'est impressionnant. Ouais. Pour nous qui connaissons rien, on a vu des moules. Le coût d'un moule, souvent avec qui on vous dit c'est cher, bah, c'est entre 200 et 300 000 euros. Ouais, ça dépend des boules. Il y en a 15 000 comme il y en a Ouais. à 400 000. Mais ce qu'on a vu, voilà, c'est pour des C'est des grosses moules très pièces. techniques, Comme le Campicard, par exemple, on est sur des gros moules. c'est des gros moules, ça coûte cher. Ouais, voilà. Mais par contre, c'est pas des moules hyper techniques. Ouais. Ce que Oui, je la vous ai forme est montré, assez c'est des simple. moules où, parce qu'on va injecter en même temps 2 matières différentes et qui se soudent en même temps. Et on fait 12 pièces toutes les 8 secondes. Donc ça va très vite en même temps. Ça va. Donc tout à l'heure, on montrait
les maîtres de l'univers dont le pied était mou, pareil, vous en avez aussi fait. On nous a parlé d'une presse-mire à plateau tournant. Est-ce que Voilà, c'était ça, vous aviez ça dans vos outils à l'époque? exactement. On avait déjà des bimatières pour Ok. ajouter 2 matières différentes. Ok. Alors juste petite question, apparemment c'était Bernard Guillet qui avait mis ça au point. Vous vous souvenez ou pas? Je m'en C'est souviens pas trop, possible? mais je pense que oui. Bernard Guillet est un très bon technicien. Ok. Bon, on aura peut-être l'occasion de le croiser un de ces quatre. Oui, parce que je crois qu'il va venir bientôt déménager sa petite entreprise à Oyonnax. Ah, il est encore Donc, actif aussi. oui, il est encore actif. Ah, non. Ça, c'est pareil, c'est des carrières, des belles carrières. Ben, alors, c'était longtemps responsable un peu technique, un peu contrôle qualité aussi, Bernard Guillet chez Mattel. Et c'était vraiment, c'est une bonne personne. Après, c'est vrai que votre rôle, vous, il était vraiment central, parce que vous étiez le premier, vous avez cru, c'était ressorti beaucoup. Quand j'ai discuté avec Robert Jasson dans l'interview, j'ai eu la chance de l'avoir au téléphone. Voilà, on sent qu'il y avait une vraie proximité. Oui. Et vous nous disiez, vous alliez même à l'étranger, enfin, vous étiez consulté. Si vous étiez Oui, quelqu'un puis, d'important à l'époque pour Mattel. Mattel m'a envoyé notamment en Mattel Italie, Mattel Allemagne, pour les voir, pour discuter avec eux de projets de production, etc. Donc j'étais vraiment impliqué, et ça, grâce à Marc Gavioli, Mm. qui... Vous avez un rapport privilégié, pareil. avec Exactement, Monsieur parce qu'on a démarré avec lui. Par exemple, les moules de la calèche, on les a mis au point tout un week-end. Samedi, Ça, c'est dimanche, intéressant, ouais. jusqu'à 8 h du soir, on a fait la mise au point des quelques moules qu'il y avait pour cette calèche. Les moules étaient tout neufs, mais il fallait sortir très vite les produits. Mais Donc ce que on a juste passé tout un week-end. pour que les gens comprennent, c'est que là, les gens dans leur tête, ils disent oui, il y avait Internet, et non. C'était tout avec des cotes à la main, c'est ça, hein? Oui, On fait des mesures, il faut visualiser un plan 2D en 3D, et ainsi de suite, quoi. exactement. Et puis l'ajustage des moules, pour qu'il n'y ait pas de bavure de plastique, il faut que les moules soient très bien ajustés, polis, que le canal d'injection est suffisant pour remplir Ouais, la la bonne pièce, pression, la bonne qu'on quantité. respecte les cotes et les épaisseurs des pièces, et Donc, que aussi la pièce est, avant décoration, ait un bel aspect. ouais. Donc Monsieur Gavioli, c'est comme vous, C'est un très bon technicien quoi. Ouais. d'injection plastique. Donc vous avez passé votre week-end à faire ça. Ben, plusieurs week-ends, Avant d'aller faire un petit repas, vous me disiez. avec des bons repas le soir, on disait, Ouais. maintenant on a bien travaillé, on va manger de bonnes choses dans le coin. Donc la calèche, vous l'avez à l'écran, bon les gens connaissent, ceux qui nous regardent. C'est pareil, c'est un jeu mythique, il y a beaucoup de pièces. Moi, c'est ça qui m'impressionne souvent. Il y a plein de petits accessoires. Donc c'était tout fait. Alors tout à l'heure, on l'avait, c'est pas des grappes, vous me disiez le petit terme, mais c'est des pièces qui étaient dans un grand ensemble et qu'on détachait pour les mettre après en boîte ou qu'on laissait éventuellement entières dans la boîte, les petits fouets, les petits trucs à aller sur les chevaux, tout ça. Voilà, qui était relié avec le canal d'injection. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle comment donc, cette Le pièce? canal d'injection. Ok, mais la pièce, donc quand elle sort. Ou la carotte, on a le canal d'injection ou carotte. Ok, voilà. Ça était dessus. On faisait en sorte que le point d'injection soit facilement dégrappable Oui, donc par fin les à son enfants. extrémité, ouais. Voilà. Et tourne et clac, ça s'enlève. Et ça s'enlève, et après l'enfant pouvait monter la totalité de son jouet comme ça. Ça l'occupait. Il y avait bien sûr des feuilles pour l'assemblage, qui étaient en plusieurs langues. Donc c'est GL apparemment qui faisait ça, on nous a dit les stickers. Oui, oui. Et puis il y avait les cartons d'emballage tels que ceux-ci étaient faits aussi chez des cartonniers de la région de l'Irak. Et petite question, donc quand sur la calèche, vous aviez un regard sur le plan qui était dessiné, ou pas du tout, c'est là que vous faisiez la technique, ou on vous dit est-ce que le plan est correct, est-ce que ça vous paraît cohérent ou pas Alors, spécialement? Surtout moi, on me consultait pour l'injection. Donc les cotes et la forme étaient figées par Mattel, ça on n'y touchait jamais. Simplement, nous, après, j'avais mon mot à dire, comment on allait l'injecter, comment on allait faire en sorte que le démoulage se passe bien dans telles conditions, quand il y avait des parties qui étaient en contre-dépouille ou pas, voilà, pour qu'on puisse démouler la pièce dans des bonnes conditions. Ouais, donc Mon- vous aviez un mon rôle rôle de était là. consultant, même plus Ben que. non, consultant, parce que c'est moi qui fabriquais le moule Ouais. chez des moulistes de Yonax. Et donc je disais, le moule, je le veux comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est moi qui vais m'en servir, qui vais mouler avec. Donc il faut pas que j'ai trop de problèmes de qualité avec. Donc il faut injecter comme ça, comme ça. Et on est à quelle année à cette Alors époque? Marc Gavioli, on Ouais. faisait ça en collaboration, bien sûr, avec Marc Gavioli, qui avait aussi un très bon œil d'expert en plasturgie. Voilà, fin de la première partie. Alors, on a fait un petit cut parce qu'après, voilà, on a un plan qui est un petit peu différent et on va aborder d'autres sujets. Donc, déjà, Toki, ce qu'on peut noter, c'est que, alors, c'est pas explicité de cette façon,
Mais on a eu depuis d'autres infos et on sait que dans les débuts, effectivement, ils recevaient pas forcément de prototypes de figurines, mais que c'était sur la base de plans. Et c'est ça qui est fou, Ouais. c'est que pour les maîtres de l'univers, en fait, ils ont conçu les premières waves. Alors, ils parlent de 12 figurines. Donc voilà, ça fait la wave peut-être 1, 2, 3 en gros. Euh, pour le moment, on en est là et on verra. Voilà, on continue nos recherches et on a des éléments qu'on peut pas vous donner maintenant. Mais voilà, au début, a priori, il n'y avait pas de sample, pas de proto. A priori, hein, sous réserve. Il fallait travailler un petit peu comme ça, donc c'est quand même fou. Enfin, nous, ça nous paraît super technique et on le reverra dans la partie d'après, mais déjà, c'est ça qui est impressionnant. Et sur les vagues d'après, alors, il nous explique ça, c'est qu'à un moment, il a souhaité, pour une raison ou une autre, voilà, ne pas prendre plus de figurines. Je pense qu'il faisait déjà beaucoup de choses entre Barbie, Hot Wheels, maître de l'univers. Et il a donc validé des gens, et on sait que ces gens, pour partie du moins, eux avaient accès à des figurines. Voilà, Marc Gavelli leur amenait des figurines, leur disait voilà, vous allez produire ça, 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 ça. Donc déjà, on peut dissocier parce que nous, on va dire notre boulot, c'est de vraiment essayer de faire une cartographie du Made in France. Et voilà, on peut déjà dissocier ces deux points. C'est ce que je voulais préciser. Et donc c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, nous, dans notre esprit simple, de collectionneur, de fan, on se dit que tout a été fabriqué plus ou moins au même endroit. Et en fait, non, on apprend qu'une usine avait une dizaine de modèles précis, une autre pouvait en avoir une autre dizaine, et ainsi de suite. Donc il y avait 5 usines au total pour Mattel France au niveau de l'injection plastique. Enfin, qui faisait aussi d'autres choses, mais principalement l'injection plastique. Et du coup, les 5 usines auraient pu se répartir tout ce qu'on a eu en maître de l'univers. Donc je crois qu'il y en a une quarantaine en Made in France, si on parle que des personnages. Et du coup, voilà, il y en a 10 par là, 12 par là, 5 par là. En gros, c'est l'idée. C'est-à-dire que certains ne C'est ça, s'occupaient ouais. que de certains modèles. Et on peut comprendre aussi des fois pourquoi il y a une petite différence de traitement. Parce que chacun gérait avec ses propres sous-traitants peut-être, donc les façonniers dont Exactement. il parle. Donc c'est assez marrant de comprendre ça. Et puis, alors c'est en 84 visiblement, parce qu'il dit 5-6 ans après ses débuts. Donc lui, il est en 78 à peu près. Donc on établit vers 84. Je pense, et c'est Mais là ce sera beau. effectivement où il y a eu une explosion de production, où il fallait vraiment produire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, oui, au bout d'un moment, si on peut plus suivre, il faut faire marcher ceux d'à côté, faut réussir la mission de tout produire, quoi. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, parce que c'est hyper important, depuis, on a rencontré une autre usine. Non, on vous en dit pas plus, on vous garde un petit peu ça au frais. Ouais, Mais effectivement, c'était tout en cascade, c'est-à-dire que même la personne donc, qui en avait 5 à produire faisait qu'une partie et sous-traitait aux façonniers, justement. Donc c'était extrêmement éclaté la production. Et à l'époque, la personne en question, d'ailleurs, on verra plus tard, mais faisait que de l'assemblage. Alors que Daniel Viel, lui, ouais. il a tout fait au début. Il injectait, il assemblait. Voilà, au début, c'était vraiment comme ça. Après, on peut noter quelque chose, c'est que tout était sur des plans qu'il fallait respecter à la lettre. Et on remarque quand même qu'en France, nous, on a eu quelques petites variantes qui nous appartiennent bien précisément, comme le Attack Track, la couleur, qui est orange, qui n'est Oui, pas c'est vrai. rouge. Et du coup, on peut se demander ces plans, quand ils les ont reçus. C'est-à-dire que on sait que dans un projet, les choses évoluent. C'est-à-dire moi, j'ai le sentiment avec l'Attack Track, au niveau de la couleur, parce qu'il y a des codes Pantone, hein. C'est pas une couleur approximative. Mattel USA transmet un code Pantone, ça fait partie du kit de fabrication, et on doit respecter au mieux la couleur, ou au plus proche. Mais là, on est sur une couleur un peu différente. Aujourd'hui, hein, en visitant son usine, on a été très choqué par la modernité des machines, mais aussi la complexité. Comme il explique, il y a des moules qui peuvent être à 15 000 euros, et il y en a d'autres qui peuvent atteindre 200-300 000 euros. Nous, on en a vu un qui coûte ce prix-là. C'est effectivement technique, il y a des trucs, des embranchements dans tous les sens. On s'y attend pas, en fait. C'est-à-dire que pour nous, un moule, c'est juste 2 trucs qui se mettent comme ça, on injecte le plastique, ça se rouvre, hop, c'est terminé. Dans une certaine mesure, oui. Mais des fois, pour une certaine technicité, alors là, on arrive sur un truc... faut être un génie. Monsieur Viel est un génie. Pour moi, c'est un génie. C'est quand je vois la complexité de ce qu'il met en place, parce que il crée les moules lui-même, hein. C'est Ouais, ça c'est qu'il faut ça, bien ouais. comprendre. C'est-à-dire que il a les plans, et avec son équipe, et même lui tout seul, peut définir des plans de... Comment on appelle ça? D'un niveau ingénieur que là, si effectivement tu n'as pas la formation, et ce qui est génial d'ailleurs, c'est qu'il le dit, il s'est mis à niveau.
C'est-à-dire il est très jeune quand il commence. Il s'est mis à niveau avec son propre argent de poche. Il est parti prendre des cours. Après le travail. Voilà, et ça c'est Voilà. pareil, c'est admirable. C'est-à-dire qu'un jeune comme ça qui entreprend une quête dans l'usinage se dit, il faut que je m'offre les outils en fait. Ah, mais tu nous fais une bonne transition parce que justement, la partie d'après, on va parler un petit peu de ces nouveaux produits. Parce que sachez que l'usine Vival est encore active, vous le verrez. Donc, on vient de vous dire, il y a une vidéo on a eu une visite guidée par le boss. Mais effectivement, donc je te propose d'envoyer la suite. On va voir un petit peu, entre autres, qui se fabrique maintenant chez Vival Plastique. Allons-y. Ce qu'on a vu ce matin, la petite pièce ça, donc c'est pas encore disponible dans le commerce. C'est pas encore commercialisé, c'est en cours. Bon, On donc j'en parlerai commercialise. pas, voilà. Vous pouvez en parler ici, parce que c'est dans le domaine public. On l'a présenté maintes fois dans des salons professionnels, Ok. notamment. Mais sur Internet, je peux le retrouver, par exemple? Oui, si vous tapez OpenTip, vous allez le trouver. OpenTip. OpenTip, ouvert, fermé, en anglais. Ok. Non, mais parce qu'en plus, le nom est sympa aussi, quoi. Mais il est déposé. Ah, mais c'est vous qui avez trouvé le nom? Ouais. Bon. Alors, donc, j'incrusterai. Alors, comme je vous redis, des pauvres, ça rend intelligent. On cherche. Alors ça, c'est important. On se crée liminal. On va repartir là-dessus parce que pour nous, comme je vous l'ai dit, quand on vient vous trouver, comme quand j'ai eu Didier Baudel, qu'on aura bientôt sur la chaîne, Robert Jasson, vraiment on repart, on est boosté parce qu'il y a, comment dire, cette dimension qui pour nous motive. Et là, vous venez de nous dire d'être pauvre. Ça rend intelligent. Ouais, parce que forcément, quand on part de tout en bas, on n'a pas le choix, on doit creuser, se remettre en question et forcément s'élever et trouver des solutions. Et trouver des solutions techniques pour se différencier par rapport à vos confrères. Et ça vous guide encore Et ça me guide encore, ça me passionne encore. Et j'adore créer des produits, aussi bien un peu dans le jouet que dans des domaines très techniques. Mais très souvent, c'est des gens qui viennent me voir pour me mettre sur une piste. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai un jour un médecin légiste qui a entendu parler de moi, qui m'a dit, avec les maladies sida, Creuset-Jacob, c'était il y a plus de 20 ans, on risque maintenant de choper ces maladies et systématiquement on fait une autopsie sur les corps humains des gens qui sont décédés. Donc on ne veut pas choper cette maladie, donc il faut qu'on se protège. Il faut nous créer une combinaison pour pouvoir être protégé. Et j'ai mis quelques mois en créant une combinaison entièrement étanche, avec des gants latex, donc ils ont un toucher important, avec un système dans le dos qui est déperlant les gouttes d'eau, mais l'air passe, parce que souvent, le procureur, quand c'était des crimes où les gens ne savent pas de quoi il essaie, mais il peut avoir aussi ces maladies-là, donc il se protégeait, et le procureur enfilait aussi une combinaison. Il ne fallait pas qu'il était en costume, il ne fallait pas qu'il ait trop chaud. Donc tout ça a fait que j'ai fait un système qui est déperlant la goutte d'eau, mais où ça ne passe pas, avec une capsule. Ça respire quand même, quoi. Des bottes, parce que quand il faut une autopsie, il peut y avoir du sang un peu partout, même sur le sol. Et donc, je leur ai créé ça. Et ça a marché. On l'a vendu pendant pas mal d'années. J'avais déposé le modèle. On avait été agréé par le ministère de la Santé pour les médecins légistes. Et puis, on en a vendu, alors c'est qu'une petite idée, mais on en vendait aussi donc, au laboratoire d'anatomie et de pathologie, parce que systématiquement, pour toutes ces maladies, ils faisaient une autopsie. Aussi bien au laboratoire d'anatomie pathologique de la police criminelle. Okay. Aussi bien gendarmerie que la police. Voilà. Oui, donc on leur en vendait aussi parce que quand ils découvrent un corps, ils se protégeaient tout de suite. Déjà pour pas mettre des indices et en même temps, au cas où le mec il avait une maladie transmissible, il se chope. MST, tout ça. Mais donc, monsieur Vial, là-dessus, c'est des marchés de niche. Enfin, vous allez vraiment. C'est les gens maintenant qui vous apportent des idées et vous arrivez à aller partout. Il m'amène une trame pour dire tiens, travaillez sur ce sujet-là. Comme j'ai créé un joint de protection pour les tubes de pétrole. On l'a vu tout à l'heure, entre nous, vous nous l'avez montré. Voilà. Et donc, je travaille sur ces sujets-là. Et avec mon savoir-faire que j'ai depuis des années, j'arrive à voir tout si c'est réalisable. Et ce que je fais, ce qui est une force pour nous, c'est qu'en même temps, je vais souvent leur réaliser que je vends le brevet, un moule d'essai pour leur montrer que mon système, c'est pas théorique. Oui, c'est pratique, ça fonctionne. Parce que au-delà, en fait, voilà, ce que nous, on a du mal à... Ce qu'on ne connaît pas, tout simplement, l'envers du décor, c'est que c'est pas juste prendre un moule, le mettre entre deux presses, et puis c'est fini. On injecte et c'est fini. D'abord, il y a la création au départ. C'est ça. Avant que
avant que ça soit commercialisé ou fabriqué, il faut d'abord, alors, on part quelquefois, quand c'est un jouet d'un Sur un dessin, dessin, croquis, ouais, exactement. un bien sûr. croquis Ah, que le fabricant de jouets a dessiné, Ouais, ouais. ou d'une entreprise qui veut faire un capot, par exemple, mais qui n'est pas démoulable, puis il faut absolument le démouler en monocoque. Il faut trouver la solution technique pour pouvoir le Oui, faire. c'est ça, solution Voilà, technique. mon job, il est là. Puis hum. après, je leur vends l'outillage pour le fabriquer, et après, on passe à l'industrialisation du produit. Mais ce qui est fort, c'est que quelques exemples que vous nous donnez, contrairement à vos concurrents, vous arrivez à vous affranchir de toutes les contraintes techniques. Par exemple, on va parler de mécasonique, ce qu'on en parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est donc un procédé de soudure par ultrasons. Les Américains, alors là, on revient un petit peu sur Mattel. Les Américains n'arrivaient pas à mettre en œuvre cette technique. Voilà. C'est vous qui avez trouvé la solution. Voilà, Mattel m'a confié cet avion à fabriquer. Et On le retrouvera, donc on vous le mettra à oui, l'écran. puis j'essaierai de vous le retrouver aussi. C'est en disant les deux demi-parties, les deux demi-coques, pour les coller, parce qu'on n'arrive pas. On a essayé avec Branson trois fois. Donc, société ça- américaine, Branson. Branson, c'est Donc, un fabricant aussi de machines à ultrasons, Ah, comme Mécasonic. C'est Ok. les mêmes, voilà. Les Mécasonic étaient des jeunes. Branson avait déjà 15-20 ans d'expérience, et ils n'ont pas trouvé la solution technique. Et donc Mattel m'a dit, il faut le coller. Je dis, ouais, il y a des coulures, machin. Ah. Oui, ça on sait, mais faut le coller, on n'arrive pas. Et je leur dis, moi, j'ai une idée, on devrait y arriver. Et ils m'ont fait banco, mais si ça ne marche pas, on ne vous paye rien. Et donc, j'ai essayé et j'ai mis dans le coup Mécasonic, qui étaient des jeunes à l'époque, qui étaient ouverts, qui avaient l'esprit ouvert. Et avec moi et eux, on a trouvé la solution de faire ce qu'on appelle des sonotrodes, mais qui étaient un peu pas. En général, les sonotrodes avec une machine ultrason, elles sont toutes à la verticale. Et là, nous, on a eu l'idée d'en mettre une à la verticale, mais deux sur les côtés. Parce que juste pour Et qui étaient compléter, en même temps un peu décalées. pour compléter ce que vous disiez, c'est que l'avion, jouet fini, il devait faire un bruit donc de décollage quand il décollait, c'est ça, et d'atterrissage. Or, quand le procédé américain était mis en œuvre, ben ça. Ça foutait en l'air Voilà. la platine électronique Donc c'était ça qui la contrainte en produisait fait. avec sur le haut-parleur. Ça foutait en l'air Ah, l'ensemble, un peu la pratique, mais surtout le haut-parleur. Et donc, en ayant fait le décalage de ces sonotrodes, alors les sonotrodes, c'est là où sont envoyés ça envoyait les ultrasons. sons quand ils touchent C'est ça. le plastique. Et donc votre façon de faire, éviter donc de dégrader Voilà. le fameux. Je ne voudrais pas transistor. rentrer dans les détails, mais Ouais. on est arrivé à faire en sorte que on ne dégradait pas ni le haut-parleur, ni la platine, et donc on a pu souder. Et donc du coup, Mattel, quand ils ont dit, me dit, on vous paye votre premier jet de machine, et on vous en commande 3 autres pour les autres continents. Donc je vendu du coup l'ensemble de 4 ensembles complets. Parce que voilà, via le plastique, c'est connu, voilà, les gens savent, même moi, nous les premiers, les collectionneurs, vous avez fait un château des ombres, vous avez fait un. Mais c'est au-delà de ça. C'est-à-dire que vous avez à chaque fois été soumis à des contraintes techniques, même des pays comme les États-Unis n'y arrivaient pas, et vous arrivez, vous trouvez la solution. C'est ça qui est quand même formidable, quoi. Oui, alors je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas trouvé avec Branson la solution. Nous, on a mis quelques mois pour la trouver, on l'a trouvé quoi. Ah. Et on s'est un peu décarcassé la tête pour trouver des solutions. Et on a envie parce que, en même temps de coller, ça nous mettait plein de contraintes techniques. L'odeur de la colle avec Ouais, les bien sûr, employés. pour les salariés, ouais. Voilà. Le Et il y temps, avait des pareil, coulures. de production, donc était plus long. Oui, et puis les coulures, donc ça coule un peu, faut essuyer, après laisser une marque sur l'avion. C'était pas, on voulait travailler vraiment dans très bonnes conditions. Et donc du coup, ça nous oblige à nous creuser un peu la tête. Et donc Mécasonic, par la suite, ont collaboré beaucoup. Donc c'était quoi l'idée? C'est que dans les gens chez qui ils travaillaient, ils installaient des appareils ultrasons. Non, ils vendaient des machines à ultrasons, c'est Ok. tout. Hein. Ah, et déjà à vendaient- l'époque, ils vendaient Ils déjà. vendaient que des machines ultrasons, point. Après, Ok. vous vous débrouillez, vous leur commandez la sonotrode ou pas, voilà. Ok. Et parce que de ce qu'on avait compris, mais je pense que c'est une erreur, c'est qu'à un moment, il y a eu l'ultrason et que ça a révolutionné un petit peu la Non, production. C'est pas ça comme ça existait que c'est déjà passé. bien avant. Ok. Notamment pour faire des pièces, des porte-clés, des choses comme ça qui étaient soudées en ultrason, Ok. les pièces un peu plates. Mais quand il y avait notamment ce haut-parleur et cette carte électronique, c'était pas très Oui, c'est pas recommandé. adapté à. C'était pas adapté à l'époque. Peut-être que personne n'avait aussi tenté de le faire parce qu'il n'y avait pas ce besoin là. Oui, bien sûr. Nous, c'était Oui, souvent, ce qui a fait, des c'était ce évolutions. besoin qui a fait que Ah, on a cherché ok. une solution.
Donc alors on est sur du Barbie maître de l'univers, on a donc du Guerre secrète, on a la tour Fatalis. Est-ce qu'il y a des choses qu'on oublie? Barbie, donc bien sûr, Goldorak. Alors Goldorak, on en a fait un tout petit peu, mais on n'a pas fait les moulages. Il y avait des stocks qui traînaient et on n'a fait que l'assemblage, mais quelques centaines de pièces. C'était tout au début de Mattel, Ouais, donc on est en que pour 78, nous, pareil. dans ce goût-là, Ouais. et on en a assemblé quelques-unes, mais je me souviens plus combien, comme ça fait 40 ans. Oui, donc c'était Mais, anecdotique. mais ils nous avaient envoyé la machine qui nous aidait un peu à assembler les différents éléments de Goldorak. Parce que voilà, donc c'est quoi, un buste, Et des j'ai jambes? gardé, oui, et j'ai gardé la machine très longtemps. Puis après, on l'a fait rayer. Ah mince. Et alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme gamme Les quantités, d'une manière générale, Ouais. donc les maîtres de l'univers, des figurines, ça pouvait aller jusqu'à combien par jour? Alors, par jour, c'était plusieurs milliers, puisqu'on tournait 24 sur 24, Oui. voire certains moments 7 jours sur 7. Sauf l'assemblage. L'assemblage tournait que en journée et 5 jours sur 7. Mais parce que la contrainte était-elle également que les moules étaient disponibles juste un certain laps de temps? Oui, en général, on les avait 4-5 mois, Ah oui, c'est ça. 4 mois, même 3 mois. Donc on Et envoyait après, ils à repartaient fond. on Ouais. envoyait à fond, on produisait et on stockait les jouets semi-finis. Donc, on avait loué des grands dépôts pour stocker tout ça. Et après, on montait au fur et à mesure des demandes de Mattel. Ok. Alors, on a eu donc le tigre, ça on est d'accord. Un de mes préférés, l'attaque crack, donc le Et le le tigre, char les terrain. moules ont été faits au inox. Aussi Oui, bien la selle que le corps. que cette partie-là, toute, ouais, parce qu'il fallait suppléer au seul moule existant qui suffisait pas à produire, vu la Probablement. demande, ça devait Ouais. être ça, ouais. Donc celui-là aussi, alors vous l'avez fait. Là, c'est un moule d'Oyonnax, hein, vous me disiez. Ouais. Hein. Alors, je vais pas l'activer, vous le verrez, on fera une petite vidéo annexe, mais il fonctionne, et il fonctionne très bien. Donc, on est en 2025, et je pense que là, vous Donc avez la battu le qualité record. haute, il a presque 40 ans. C'est fou, hein. Ensuite, on a ce Boomster, la petite moto verte, pareil, c'est vous qui l'avez fait. Voilà, ouais. On avait un cheval Stridor, enfin, il y a eu pas mal de choses. Alors, on va peut-être pas être exhaustif. Qu'est-ce qu'on pourrait oublier comme gamme, Toki, qu'on n'a pas balayé? Alors nous, c'est vrai qu'on est très Ah, celle du branchés pouvoir. garçon, évidemment. La famille Dooker, ça vous parle? C'est Alors une ça, continuité, un annexe à non, Barbie, peut-être? non, ça me parle Non. pas, ça. Quel était pour Mattel votre dernier grosse gamme de jouets, vous vous souvenez ou pas? Non. Non. Et alors, on va revenir, on l'a évoqué un petit peu. Bah, les plus gros derniers coups qu'on a fait, c'était le jardin d'hiver qu'on a fabriqué, Ouais. puisque je leur ai vendu les droits en 87. Ah, ok. Alors, c'est moi, je pensais pas, je pensais que c'était plutôt. Oui, donc effectivement, là, on est en fin Et on a de. eu fait des Barbies, on a eu fait quand même des Barbies en ce moment, à ce moment-là aussi. Ok, ok, ok. Et on l'a évoqué un petit peu avant avec d'autres, mais notamment avec vous. On peut dire que c'est Monsieur Gavioli, donc qui à un moment, pour des raisons de santé, a dû quitter son poste donc de directeur technique, Exactement. directeur de production. Et là, on sent que ça a vraiment eu un impact sur le Made in France, même sur Viel Plastique, Oui, vis-à-vis de la production France, etc. ça a quoi. dû probablement précipiter l'arrêt de la production française. Ouais. C'est quasiment certain. Parce que donc Monsieur Gavioli allait à Los Angeles, euh, se batailler avec l'Italie, l'Allemagne pour avoir les marchés pour la France. Alors, je n'étais pas dans ce crédit dû à l'époque, mais Ouais. je suppose que oui, parce qu'il allait beaucoup aux États-Unis. Et il était aussi souvent en Angleterre. Ah, ok. Et c'est lui qui ramenait l'échantillon des nouveaux personnages, par exemple. Alors, pas spécialement, il amenait souvent quelquefois des plans, Oui, simplement, hein, quand on avait les moules à faire, ce qui n'était oui. pas toujours le cas. Des fois, les moules nous arrivaient tout faits directement. Ok. Et parce Mais que. c'était vraiment la cheville ouvrière de la production française. Ouais. C'était Marc Gavioli. Et une fois donc Marc Gavioli, malheureusement, plus dans le circuit, bah, ça a périclité quand même quelque part. C'est Oui, puis vraiment. ça a été assez vite, hein, quelques années où ça s'est arrêté. Hum. Et derrière, donc. Mais Mattel qui nous a quittés, donc ça devait être fin 88, début 89, mais je crois fin 88, a été d'une correction exemplaire avec nous. Et on a toujours gardé d'ailleurs, avec tout le staff de Mattel, d'excellentes relations. Ouais, vous avez régulièrement M. Gerson, Didier Model aussi. Voilà, surtout Didier, oui. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est fort. Et tous les gens, d'une façon générale, qu'on a vu de Et cette Marc époque. Gavioli, qui s'était remis un peu de ses soucis de santé,
J'ai été longtemps et on déjeunait de temps en temps. Il venait me voir ici parce qu'il aimait bien revoir des presses injectées, etc. Ah bah oui, c'était sur le cœur de son métier. Et Et Tony Brooking aussi, apparemment, était Tony trop au-dessus, il Brooking, nous en a qui parlé était tout à l'heure. financier, mais qui Un était directeur un financier. monsieur que j'appréciais beaucoup. Ah, il y avait une vraie équipe, une vraie amitié, c'était plus que du business. C'était des relations de respect, il y avait une hiérarchie, Et mais avant tout, il y avait un lien humain, quoi. oui, et il y avait surtout une ambiance d'équipe. Ouais. Euh, j'ai adoré travailler avec eux, j'ai appris beaucoup. Et j'ai toujours été très déçu que ça ne dure pas autant. Ouais. Euh, Parce qu'après, la production est partie en Italie, c'est-à-dire ça s'est pas arrêté après vous. Il y a eu encore une série, hein, c'est ça, une vague de personnages. Et nous, on regrette de ne pas les avoir eus en Made in France, mais oui, on commence à comprendre un petit peu ce qui a précipité voilà, moi, après, cette j'ai chute, pas quoi. su où partait tout. Pour moi, c'était surtout l'Asie. Ok, oui, parce que, Enfin, les Barbies. bah, Moi, les Barbies. ouais. Alors, peut-être que les Musclons, le Skeletor et compagnie, c'était en partie fait en Italie à un moment donné. Parce qu'il y avait une belle usine en Italie. Hein. Les Italiens sont. Vous l'aviez visité, c'est ça? J'y suis allé une fois et 2 fois en Allemagne. C'était où en Italie, vous vous souvenez ou... Non, Non. Et l'Allemagne, c'est pareil? pareil. Ouais. Bon, ça date, hein, c'était pas. Et je me souviens d'être, je ne sais plus si c'était à Düsseldorf ou Francfort. Puis après, j'ai loué une voiture pour aller chez eux, mais je me souviens plus où c'était exactement. En tout C'est cas, tellement c'était vieux. une époque. Et c'est ça qui est fou, c'est que pour nous enfants, on vous a jamais connu avant de vous rencontrer aujourd'hui, mais c'est un tel succès et c'était le résultat de collaboration d'humains, d'énergie française. C'est ça que les gens mesurent pas toujours. Et pareil, on vient vous trouver parce qu'on trouve ça incroyable, quoi. Et on en apprend encore tout à l'heure en discutant avec vous. Vous verrez, ceux qui nous suivent, on aura une petite vidéo de l'usine de production. On découvre plein de choses et surtout le savoir-faire que vous avez, ce que vous avez mis en œuvre. Vous avez donc, après Mattel, eu des soucis. Donc vous avez dû déposer le bilan, c'est ça que vous nous disiez? Alors, pas à cause de Mattel, à cause de ce grand groupe de meubles suédois, on va dire. Voilà, On ne dit pas le nom, pas de marque. mais qui nous a fait déposer le bilan. Mais on a su rebondir. On a su rebondir très, très, très vite. Et alors, on en avait 10 ans, mais on est arrivé à se redresser. Et aujourd'hui, on est toujours là. Et ma maman, on a fêté en 2022 les 70 ans d'entreprise, donc c'est bien. Fondé donc par Que ma maman a Simone créé. Viel. C'était d'abord Simone Viel, après Henri Viel et fils, Oui. et puis après c'est devenu Viel Plastique. Voilà. Petite pause sur l'interview. Monsieur Viel tenait lors de ce passage à nous faire préciser qu'il avait la joie que Valérie Viel-Poisat, sa fille, que nous aurons d'ailleurs bientôt en interview sur la chaîne, assurait la pérennité du Viel Plastique lorsque lui-même prendra sa retraite. C'est important car effectivement, Viel Plastique, c'est une affaire qui avait été à la base créée par une femme, Madame Simone Viel, donc la maman de Daniel Viel, et dont la continuité va être assurée par Valérie qui reprendra le flambeau. Donc nous souhaitons vraiment une longue vie à Viel Plastique, qui nous a fait tant rêver. Et on est vraiment fiers de pouvoir ajouter ça dans l'interview, ça nous paraît important. Allez, on reprend. Ok. Quelle offre. Et vous avez aussi travaillé pour Tommy, dont Alors, beaucoup on a de travaillé zoïdes. pour Tommy Ah oui. aussi Ouais. de la même manière qu'avec Mattel, où Ouais. on nous envoyait les moules, et on a eu un Japonais qui était avec nous pendant 2 mois pour lancer la fabrication, qui contrôlait toute la qualité, etc. Ça s'est très bien passé. Et ça a marché pendant plusieurs années avant qu'ils arrêtent complètement. Donc aussi on va la parler fabrication. des zoïdes pour qu'on Oui, mettra les des zoïdes, petits personnages à principalement, l'écran. je crois. Ouais. Que moi j'avais vu, vous faisiez plusieurs modèles de zoïdes, c'était Oui, pareil. on en faisait plein. Alors, j'ai un de mes anciens collaborateurs qui pourrait mieux vous en parler que moi, parce que lui, il a suivi ça de très près. C'était lui qui était chargé de toute la mise en route et la Ah. fabrication de ça pour Tommy. Ah, donc c'est aussi Viel Plastique qui a fait les zoïdes de Tommy. C'est C'est énorme. impressionnant. Oui, et c'était d'ailleurs pas courant qu'un Oyonnaxien ait comme client le numéro mondial du jouet, et je crois que Tommy était le 3e ou 5e mondial, donc, et comme client, ces 2 gros Concurrent. concurrents, alors qui n'étaient pas sur le même gamme de produits, ils n'étaient pas Oui, il n'y avait vraiment pas de concurrents, frontal quoi. mais enfin des deux géants mondiaux dans le jouet qui confient sa production européenne à un petit Français dans le coin du département de l'Ain, c'est pas courant, quoi. Voilà. Ouais. Ah, mais il y avait bien une raison. Hein. Vous avez déjà une réputation de Alors, respect des c'est fait, à engagements. l'époque, à l'époque, je ne l'avais pas. Je me la suis faite petit à petit avec eux, mais à l'époque, je ne l'avais pas. Ce qui a fait que ils m'ont confié ça, c'était Oyonnax. Je me Ah. suis servi de toute Oyonnax, qui est une immense usine à elle toute seule, en quelques kilomètres carrés. Il y a tous les savoir-faire dedans, C'est ça. aussi bien en injection, en soufflage, en thermoformage,
en décoration, topographie, Pour les sérigraphie, cartons. peinture, après moule, fabrication de Ouais. moule. Il y a des cartonniers. De A à Z sur quelques kilomètres carrés, le fabricant de jouets, il a tout pour faire son produit fini de A à Z, quoi. Voilà. Alors, je ne sais plus maintenant, mais à une époque, il y avait dans tout l'univers de la matière plastique, il y avait 360 entreprises sur Ah. Oyonnax, sur quelques kilomètres carrés. Oyonnax, c'est 30 000 habitants, en gros. C'est pas énorme. Et il y a plein de savoir-faire. Ah, c'est exceptionnel. Et aujourd'hui, donc, le bassin oyonnaxien, non, comment on dit? Oyonnaxien, Ouais, c'est toujours dynamique. On sent c'est qu'il y a quand toujours même de la dynamique, vie. mais bon, on a perdu quand même de belles entreprises. Il y a encore de très beaux restes sur Oyonnax et la vallée. Ce qui veut dire que par rapport à la concurrence chinoise, parce que c'était un peu le problème, on a quand même encore en France On a un encore des savoir-faire, atouts. voilà, notamment en technicité, des choses que les autres ne savent pas faire ou ne peuvent pas encore On n'ose pas faire. égaler, ouais, ou ouais. n'osent pas faire. Mm. Ouais, donc, Mais les Chinois nous rattrapent quand même à grands pas. Ils vont vite et ils sont bons. ils se viennent bons. contentent plus de copier, en gros, c'est ça, ils sont aussi dans Ah, ils commencent, l'innovation. voilà. Ouais. Mais pendant des années, pour faire des coups de moule pas chers, on a envoyé les plans de nos moules pour les faire exécuter en Chine. Ouais, donc ils ont Donc eu, on leur a appris à travailler bien sûr. gratuitement, Ouais. tout simplement pour faire un peu d'argent pendant quelques années que les bilans des moulistes soient beaux. Voilà. C'est dommage. Ah, mais à l'époque, Et c'est dans plein de secteurs d'activité. ah. Il n'y a pas que dans la plasturgie ce genre de domaine. De domaine. Est-ce que, alors, Monsieur Vielle, est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez mettre en avant qui sont importantes qu'on n'a peut-être pas abordées, qui vous viennent? Non, je crois je vous ai un peu tout dit. Bon. S'il y a des choses qui me reviennent, je vous appellerai. Monsieur Vielle, vraiment, on était tellement contents, ravis de vous rencontrer. Comme je vous l'ai dit au téléphone, pour nous, vous êtes une légende et on comprend encore mieux pourquoi. Et on le dit, peut-être un peu, on se répète, mais des parcours comme le vôtre, ça nous donne voilà, de la motivation, de l'énergie. Quand nous, avec nos petites entreprises à nos petits niveaux, des fois on se dit c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué, mais bon, faut pas se décourager. Vous nous le disiez tout à l'heure, voilà, Exactement. faut foncer. Donc, on était ravis. On pense qu'on va revenir vous voir, on espère, Avec grand avec plaisir. d'autres gens de l'époque éventuellement. Et voilà, on vous remercie énormément et on vous dit à très bientôt. Eh bien, pas de problème. Je vous attends avec impatience Merci. Merci, pour monsieur Vielle. évoquer cette belle période de Mattel. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Merci. Bon, voilà, l'interview est terminée. On a passé vraiment un excellent moment, je le redis. Alors, je pense que vous avez pu apprendre des choses. Il y a quelques petits points qu'on veut remettre en avant, mais encore une fois, avant tout, on veut remercier Monsieur Vielle et sa fille Valérie, parce que ce qu'on dit à la fin, c'est vraiment sincère. C'est-à-dire que toi, comme moi, Toki, voilà, nous, on a notre petite boîte à faire tourner. C'est pas facile, mais quand on sort d'une journée avec Daniel Vielle, franchement, et qu'on finit encore, on va au bar, on boit un coup, on se prend un bon coup de boost. C'est quelque chose d'incroyable. Moi, ça m'a... honnêtement, cette interview, elle m'aura marqué. On a quelqu'un qui est en pleine puissance encore. Alors, il a 78 ans, c'est pas un secret. Mais vraiment, on a passé un moment incroyable, quoi. Toutes les interviews sont bonnes, mais voilà, c'est cette énergie d'entreprendre qui nous transmet. C'est-à-dire d'ailleurs, pendant le reportage, je pense que vous pouvez ressentir ça aussi, cette volonté. C'était vraiment incroyable. Donc Toki, avec quelques petites précisions qu'on pouvait apporter, est-ce que tu veux attaquer, parce qu'on n'a pas tout abordé, notamment Big Jim. Alors l'équipe Big Jim qui nous suit, voilà, on avait des questions, on est un petit peu dans les nuages, on y retournera, mais on n'a pas posé tout sur le campeur. Il nous manquerait voilà des personnages, mais bon, on y reviendra. Donc Toki, si tu veux attaquer peut-être le petit débrief. Alors, déjà, un premier point important pour tous ceux qui regardent cette vidéo. N'allez pas leur casser les pieds pour ce que vous voyez à l'écran. Ça, c'est des choses qu'on a ramenées. Ah oui. Oui, Mais c'est à nous. c'est Alors, important. C'est pas eux qui ont sorti le décor Oui. et qui ont du stock et tout. Faut bien le préciser, Il y a plus. ouais. Voilà. C'est nous qui avons ramené des choses pour la décoration. Et oui, il y a beaucoup de choses à dire. Et il y a même certains petits points qu'on n'a pas abordés avec la caméra allumée, qu'on a compris après. C'est que par exemple, le club des maîtres de l'univers, ça, j'ai Oui. trouvé ça génial, tout autant que celui de Barbie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce monsieur qui était en charge de trouver le type de cadeau Ouais, exact. qu'on allait nous offrir. Mais il fallait prendre en compte la taille de l'objet, le poids, pour qu'il puisse rentrer dans les enveloppes. Et la fabrication est assez facile aussi, c'est-à-dire qu'il fallait quand même fabriquer en parallèle. C'est-à-dire que on avait le stylo, notamment avec marqué Musclor dessus, le stylo plume, c'était eux.
on avait des badges, on avait le porte-clés, le fameux porte-clés avec les 2 épées. Mais il a designé, ouais, C'est il a insisté bien, t'as raison, il a bien insisté. Il a designé tous les éléments du Club Barbie, oui, notamment. Exact, ouais, c'est vrai. et maître de l'univers. Et ça, c'est marrant de se dire, voilà, effectivement, c'était aussi au même endroit. C'est-à-dire qu'au-delà des jouets dans le commerce, il y avait aussi la manufacture du reste. Et, Ouais, exact. et ça, ouais, ça, c'est bien de le souligner, je pense. Donc ça se serait arrêté aussi donc pour Mattel courant 88. On va dire courant 88 parce qu'il est plus très sûr si c'est le début ou la fin. Mais là, c'est plus précis que ce qu'on avait nous. C'est-à-dire que nous, on s'imaginait un peu vers 87. En fait, on tire vers l'année 88. Donc on a fabriqué probablement massivement en 87 aussi. Nous, on pensait que voilà, 86 massif, ça se calme en 87, mais non, en fait, il y a une Exact, ouais. continuité. Et, et le nombre de pièces par jour aussi qui est choquant. D'ailleurs, je reviens sur le début de l'interview, 1500 camping-cars par jour, des semi-remorques remplies en permanence C'est énorme. pour Mmh. fournir l'Europe. Ça, faut bien le comprendre. Je pense que tout n'a pas été distribué en Europe, mais une énorme partie l'a été, suivant les régions. De toute façon, en tant que collectionneur, on retrouve sur le marché de la seconde main, du jouet neuf et de l'occasion. On voit du Made in France à gauche, à droite, principalement dans le Nord, hein, beaucoup en Allemagne notamment. Et bah oui, il y avait toute cette distribution. Il fallait fabriquer pour tout le monde, en fait. Donc c'est des quantités, mais astronomiques. Et ça, on l'oublie Et aussi parce que c'est... Je le dis des fois, pardon, mais c'est vrai qu'en tant que collectionneur, souvent, pour comprendre les choses, des fois, on dit qu'un objet est rare, machin, parce qu'on n'en connaît qu'une dizaine d'exemplaires qui ont survécu en boîte, par exemple. Mais à l'époque, c'était des dizaines, des centaines de milliers. ouais, Et ça, c'est vrai exactement. qu'on se remet pas trop dans ce contexte-là. Du coup, des fois, on croit savoir, on se dit, ouais, celui-là, il est rare, celui-là, machin. Techniquement, tout est rare. Si on n'en retrouve qu'une centaine aujourd'hui, et qu'il y en avait des centaines de milliers fabriqués à l'époque, voilà, on est dans une autre dimension, en fait. Et c'est bien de s'en rendre compte aussi avec des vrais chiffres. Parce que sans ça, on les a pas, les chiffres. Donc merci à Pour ce monsieur. rebondir, exactement, et Tucky, pour rebondir sur la fin donc, de la production, Mm. alors on n'a pas vraiment établi Marc Gavioli. Ce qui semble certain, c'est qu'en fait, il avait un tel impact, et un tel. Alors, on a eu un autre témoignage, mais un tel poids au niveau de Los Angeles, que son remplaçant, donc, qui s'appelle Michel Imbert, qui a pris la relève de Marc Gavioli, mais ça reste encore un petit peu flou. Ouais. C'est dur de dire exactement qu'est-ce qui a précipité ainsi de suite. Il y avait aussi également les chiffres de vente qui étaient différents. Mais voilà, c'était quand même de. Là, on a eu, allez, on va dire 5-6 personnes vraiment clés qui ont bossé au quotidien avec Monsieur Magavelli. À chaque fois qu'ils nous disent tout le bien qu'ils pensaient de ce monsieur, et apparemment c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel qui a priori était très très dur à remplacer, quoi. Donc voilà, sachez que là aussi c'est encore des points. Notre but avec Toki, c'est de pouvoir vraiment comprendre globalement. On commence, vous avez vu cette interview, c'est quand même c'est du lourd. Il y a plein d'éléments, mais il nous manque encore des petites choses qu'on ira chercher sur le terrain, parce qu'on aime bien avec Toki. On va se balader dans notre petite berline de luxe. Là, on fait nos petits road trip. Et voilà, on va serrer des pinces, boire des bières à droite à gauche avec les gens. C'est hyper cool. Je couperai ça sans doute. Non, vas-y. Il y a aussi le fait quand il explique que en fait, les pièces sont fabriquées massivement, mais tout ne part pas tout de suite dans le commerce. C'est-à-dire qu'il y a d'énormes entrepôts. Alors, il nous a montré les caisses en plastique de Mattel à l'époque. Il fallait mettre les éléments dedans, c'était entreposé. Et en fait, c'était à la Je le demande de mettrai à Mattel l'écran là. France. C'était à la demande de Mattel France. À un moment donné, il fallait, on va dire, on va prendre Musclor, tiens, il faut nous en préparer 50 000 à nouveau. Ben, on avait tous les éléments qui dormaient à gauche à droite. Hop, on réunit, on monte la figurine, on met ça sous emballage et ça repartait. C'est-à-dire que c'est pas fabriqué au jour le jour. Et ça, c'est Exactement. sympa aussi de le comprendre. C'est-à-dire que on fabrique massivement, on stocke, et il y a aussi cette histoire de moule. Alors, on a fait aussi un peu de off, on n'a pas tout filmé bien sûr, mais il y a une histoire de moules français qui ne quittent pas le territoire. Parce que nous, jusqu'ici, ce qu'on comprenait, c'est que les moules voyageaient tout le temps. Du coup, fatalement, on produit massivement un jouet, parce qu'après, il faut renvoyer le moule, il faut le rendre, et il repart dans un autre pays. On change la petite pastille, donc du pays, voilà, France, Hong Kong, ou ce qu'on veut. Bien qu'Hong Kong ne mettait pas d'estampillonnage, très rarement. Mais on apprend aussi qu'il y a des moules français qui restaient sur le territoire.
Et je repense notamment cette petite particularité d'une partie de notre production des maîtres d'armes, où sur son brassard, il a le petit bracelet en plus. Et ça, ça D'accord. y est, on comprend. Il n'y a que la France qui l'a fait ça. Et c'est marrant parce que c'est ce que je disais tout à l'heure avec la Tac-Trac, c'est une pré-version. C'est-à-dire que sur les prototypes en résine de l'époque, en 82, sur les catalogues notamment, on le voit, ce petit bracelet. Mais aux États-Unis. Et en fait, nous, on a eu apparemment le schéma d'un moule qui n'était plus d'actualité, mais on l'a fait comme ça, parce que je pense que c'est le seul schéma qu'on a eu à ce moment-là. Et du coup, on a gardé cette particularité du bracelet qui est nulle part ailleurs. C'est génial. Et je noterai aussi l'innovation. Si on imagine une simplicité dans la fabrication qui peut être apportée, bah, ce monsieur notamment va essayer de le faire. C'est-à-dire qu'il faut gagner du temps. Il faut simplifier les moules, le démoulage. En fait, il faut tout le temps aller de l'avant. Donc c'est pas juste on fabrique massivement, c'est aussi on innove en permanence si c'est possible. Ça, c'est génial. Ouais, et beaucoup d'audace aussi. Ça rejoint, je m'étais noté ce mot d'audace. Alors j'ai adoré la phrase. À chaque interview, on a une petite phrase. Robert Jasson avait eu la sienne. Là, être pauvre, ça rend intelligent. J'adore. Ouais, Parce qu'effectivement, ouais. t'as pas de moyens. C'est-à-dire, t'es pas né, comment dire, dans l'opulence. Et bah, il faut que tu te creuses la tête pour trouver de quoi t'en sortir et te remettre en question, avancer. Et c'est tellement vrai. Donc c'est quelqu'un, voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est l'exemple du self-made man, mais qui s'est pris de passion pour ça, alors qu'il adore la montagne. Il fait beaucoup de sport. Daniel Viet, d'ailleurs, il a vraiment Ouais. un très bon cardio. Il a la santé. On a gambadé un petit peu dans les rues d'Oyonnax avec lui. Voilà, il faut le suivre. Il est très très vif. Et c'était vraiment excellent. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre aussi, ouais. Malheureusement, on n'a pas pu trouver vraiment d'archives au sens propre, avec des chiffres de vente et tout, même si, bon, bah, vous l'avez compris, Maître de l'Univers, c'était des milliers de figurines par jour. Et on rebondit sur cette info qu'on vous avait donnée il y a déjà un petit moment. En 85, on sait qu'il y avait à peu près 6400, un peu plus de 6400 figurines, uniquement en France, hein, vendues par jour. Donc voilà, c'était des volumes, c'était totalement dantesque, quoi. Et moi, j'avais lu. Alors, on fera des émissions un peu aussi vers les États-Unis, ce qui s'est un peu passé aux États-Unis. J'avais lu dans un journal américain qu'en fait, Mattel avait beau faire ce qu'il voulait, ils n'arrivaient jamais à satisfaire la demande d'un produit en particulier. Alors, je parle maître de l'univers, c'est-à-dire que dans les rayons, bah, il faut du Stratos, on n'arrive pas à fournir tout le monde correctement en Stratos. À chaque fois. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a une histoire de surproduction en 86, où on a vu un peu trop gros, ou en 85-86, on a vu un peu trop gros pour la production, parce que avant ça, on n'arrivait pas à satisfaire. Et c'est là aussi où il parle d'un moment, en 84 probablement, d'inclure des façonniers qui deviennent eux-mêmes des usines, moi c'est ce que je comprends, pour pouvoir produire encore plus. Parce qu'à un moment donné, le rythme il est tel qu'on ne peut plus suivre. Même eux, ils ont du mal à suivre la demande. Et donc Exact, voilà. ouais. Après, donc, il va nous rester la petite vidéo bonus de la visite de l'usine. Ouais. Est-ce que Toki, tu souhaitais ajouter quelque chose, sachant que on retournera sûrement voir Daniel Vial, déjà parce qu'il est extrêmement sympathique, et puis parce qu'il nous a invités également, et sa fille, donc Valérie Poisa, qu'on pourra vous proposer aussi en interview. On a eu la chance aussi, elle a eu la gentillesse de nous accorder un petit moment. Et c'est hyper intéressant parce que donc Valérie Poisa, qui a à peu près mon âge, notre âge, elle était sur les chaînes de montage. Voilà, quand elle était Ouais. petite, elle a connu Tony Brooking. Voilà, il y avait pas mal d'anecdotes. Donc le directeur financier. On vous en dit pas plus. On vous laissera un peu sur votre faim. Mais voilà, sachez qu'il y a d'autres choses qui arrivent. On a d'ici là aussi visité un autre fabricant. Donc un des façonniers dont nous parle Daniel Viel. Enfin voilà, il y a des choses qui arrivent. Et vraiment, alors, on va vous lancer la petite vidéo bonus, mais avant que Toki, tu nous conclues, donnez de la force, mettez un petit like, partagez la vidéo. On aimerait vraiment que Monsieur Vial, voilà, voit à quel point voilà, il nous a marqué tous. Je pense que c'est des noms. Alors, on a tous fait des forums, surtout Toki. Alors, et ce monsieur, voilà, vous l'adorez, montrez-lui. En gros, c'est ça l'idée, c'est liker, partager, faites du bruit sur cette vidéo parce que pour nous, elle est quand même assez exceptionnelle et il y en aura d'autres avec Monsieur Vial. Tout à fait, ouais. Donc, on va vous envoyer la petite vidéo bonus, donc on va vous laisser là-dessus. Alors, pour répondre à vos éventuelles questions, c'est pas l'usine d'origine qu'on allait voir après avec Monsieur Vial. Alors, on a eu de la chance, on a eu une visite guidée en fait
là, on a pu déjeuner ensemble avec Valérie et Monsieur Viel. C'était extra. Donc, on nous a fait un petit tour du quartier d'Oyonnax, cette immense usine dont il vous parle, qui est encore un tissu économique vraiment fertile. Donc, c'est pas la même usine. Mais voilà, on va vous laisser là-dessus. Petite vidéo bonus, donc appréciez-la. Et on vous dit à très vite. Alors, Toki, on a déjà de quoi monter une émission avec l'usine suivante. On va pas vous la diffuser tout de suite pour pas tout vous donner en même temps, mais voilà, restez dans le coin, il y a encore du lourd qui arrive. Et si je dis pas de bêtises, Toki, normalement il y a un coffret Human Wind Raider qui serait en préparation pour les jours qui arrivent. C'est bien ça? À ce qui paraît. Ah, on le voit. Toki, on le voit vaguement. À plus. À plus, merci à tous. Bonjour à tous, profitez de ce moment avec Toki. On est en présence de la légende, Monsieur Daniel Viel. Monsieur Viel, qui nous reçoit chez lui. Donc on vous suit. Alors on a une visite guidée de Viel Plastique. Profitez-en, c'est très rare. Monsieur Viel, merci pour cette visite, c'était vraiment exceptionnel. De rien, avec grand plaisir. Merci. Merci.